Bonjour, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler de Steve Ditko. En fait, je vais essayer de vous parler de Steve Ditko. Parce que oui, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une relation difficile, pour le moins qu'on puisse dire, avec Jack Kirby. Pour résumer très grossièrement pour les deux du fond qui ne suivent pas, je n'aime en fait que ce qu'il a fait pour DC. Donc j'ai une relation difficile avec Kirby, mais cette relation est encore pire avec Steve Ditko. Pourquoi en parler alors, me demanderez-vous? Parce que Ditko est un génie, tout simplement. Et que, tout comme pour Kirby, j'aime une partie de sa production, même si c'est pas forcément la plus connue. Ces précautions verbales étant expédiées, voyons un peu de quoi il retourne. On va mettre tout de suite les choses à plat. Steve Ditko détestait être pris en photo, et il détestait donner des interviews. Donc vous allez voir encore et encore les mêmes photos durant cette vidéo, et je m'en excuse. Il ne donnait pas d'interviews. En fait non, ce n'est pas vrai. Il a donné des interviews jusqu'en 1969. Date à laquelle il a stoppé de donner des interviews, estimant que son travail parlait pour lui et que de toute façon, les gens ne croyaient que ce qu'ils voulaient croire, et il ne se basait pas sur les faits. Et par les gens, je veux dire les fans. Donc les fans ne croyaient que ce qu'ils voulaient croire, à son grand désespoir. Et donc il existe des dizaines de rumeurs qui sont devenues avec le temps informations, comme la raison de son départ de chez Marvel, mais j'y reviendrai plus tard. Si la plupart des infos qui existent sur internet sont fausses, où trouver les vraies informations, me demanderez-vous? J'aime bien quand vous me posez des questions comme ça, surtout quand j'ai la réponse. Eh bien, comme toujours, les réponses se trouvent à la source. Il faut lire ou relire les textes écrits par Steve Ditko pour savoir ce qui s'est passé. Car si Steve Ditko n'aimait pas donner des interviews, il aimait bien écrire avec ses fans. Il a écrit énormément de lettres, c'était avant Internet, donc il a écrit énormément de lettres, soit en réponse à des fans, soit en réponse à des journalistes. Et il existe plusieurs ouvrages avec des tirages plus ou moins confidentiels, tous publiés par son ami Robin Schneider, où tout le monde peut en apprendre plus sur Ditko, si on veut s'en donner la peine. Ditko a écrit sur lui-même, sur ses rapports avec les fans, sur ses rapports avec les collègues, sur les histoires qu'il aime raconter, ça c'est la bonne nouvelle. On pourrait penser que s'il existait tellement de matériel, sa vie serait une sorte de livre ouvert, n'est-ce pas? Et j'arrête de poser des questions dont j'ai la réponse, promis. C'est compter sur le style d'écriture du bonhomme et sa philosophie objectiviste, qui rendent la lecture de ses textes pour le moins originale et laborieuse. Ditko dissèque sa pensée en une multitude d'adjectifs, afin d'être le plus précis possible, mais ça rend son texte extrêmement aride et parfois difficile à suivre. Il y a tellement d'adjectifs qui se suivent les uns après les autres, on ne sait plus au bout d'un moment de quoi il parle. Je reviendrai plus en détail sur sa pensée objectiviste plus tard dans cette vidéo. Donc, comme tout le monde, Ditko écrit sur les sujets qui l'intéressent, mais malheureusement, la plupart des gens n'ont jamais pris la peine de lire ses textes. C'est dommage car quand Ditko par exemple dit qu'il n'a pas envie de parler en détail de sa vie professionnelle avec Stan Lee ou de son rapport avec les comics, les gens devraient l'écouter. Ce long préambule pour vous situer le personnage et ses rapports vis-à-vis des médias et de ses fans. Rapport, vous l'aurez compris, difficile. Ditko a commencé sa carrière en ancrant les décors de certains comics produits par le studio Kirby et Simon dans les années 50. Puis il est parti travailler pour l'éditeur à petit budget Charlton, pour qui il créa de nombreuses histoires d'horreur et le personnage de Captain Atom. À cause de la création du Comics Code, il dut arrêter sa carrière d'artiste d'horreur et partit travailler pour l'ancêtre de Marvel, Atlas Comics, avant de retourner chez Charlton suite à un licenciement massif chez Atlas en 1958. Stan Lee le relança un peu plus tard et Ditko contribua par créer le personnage de Doctor Strange, puis par co-créer Spider-Man, au début des années 60. Après son second départ de chez Marvel, il créera pour DC les séries de Hawk and Dove, The Creeper et Shade the Changing Man. Comme très souvent, j'ai un rapport de amour-haine avec le style de l'artiste. La haine, c'est sa façon de tordre le corps humain, comme si le squelette n'était pas composé d'os solides, mais de spaghettis. C'est surtout au niveau des articulations que ça me dérange, et quand on arrive aux doigts, c'est l'horreur absolue. J'arrive encore à comprendre pourquoi le Docteur Strange tord ses mains de cette façon, car il fait des gestes kabbalistiques. Et le style de Ditko ajoute à l'étrangeté du bon docteur. Mais quand il s'agit d'humains normaux, ou dits normaux, et que Ditko leur tord les doigts de cette façon-là, j'ai envie de l'attraper au collet et de lui hurler « Mais pourquoi tu leur tords les mains comme ça ?» Franchement. L'amour, c'est l'ambiance que Ditko crée dans ses histoires, ambiance qui me pousse encore et encore à revenir, à relire les histoires, en espérant que cette fois, par miracle, je ne serai pas dérangé par l'anatomie molle des personnages. Ditko est un metteur en scène fabuleux, alternant les angles de vue, plongée, contre-plongée, grand angle, et les éclairages avec un art consommé
pour raconter ses histoires de la façon la plus efficace possible. Ditko a un style surréaliste, ce qui est assez rare dans l'industrie du comic book américain pour être signalé. Il est parfait pour illustrer des mondes alternatifs, des scènes de cauchemar, où tout ce qui fait notre quotidien est tordu et bizarre. L'anecdote qui va bien. Durant la fin des années 60, de nombreux fans qui prenaient de la médecine par les plantes, si vous voyez ce que je veux dire, croyaient que Ditko lui-même, à cause de son style, prenait de la drogue. Ce qui rendit Ditko furieux, car il était profondément anti-drogue. Le fait que ces univers psychédéliques sont le fruit de son propre cerveau sans que celui-ci soit influencé par des produits psychotropes n'en sont que plus admirables. L'amour que je porte à Ditko est également lié à son génie créatif. J'ai bien sûr cité plutôt Spider-Man et Doctor Strange, et Ditko a créé leurs costumes. Mais bien plus que le costume, il a créé aussi les accessoires qui vont avec. Les lance-toiles du poignet, le signal lumineux de la ceinture, la toile sous les aisselles de l'araignée, mais aussi la cape qui lévite de Doctor Strange. Ces détails témoignent d'une véritable réflexion concernant les pouvoirs de chaque héros. Ça, c'est en ce qui concerne ses créations les plus célèbres. Cependant, Ditko a eu une influence considérable sur de nombreux autres personnages de l'univers Marvel. Il est moins connu pour avoir fait évoluer Hulk, par exemple, de façon notable. Avant l'arrivée de Ditko sur la série, Hulk se transformait la nuit, et uniquement la nuit, comme un personnage de film d'horreur. Ditko est l'artiste qui a décidé de faire Hulk se transformer sous le coup de la colère. Donc, encore aujourd'hui, si Hulk écrabouille les chétifs humains, c'est grâce ou à cause de Ditko. En ce qui concerne Iron Man, tout le monde, je pense, sait que c'est Jack Kirby qui a créé l'armure dorée du Vengeur doré. Mais c'est Ditko qui a transformé l'armure dorée en armure rouge et or. Armure rouge et or qui est encore aujourd'hui le symbole de Iron Man. D'une façon générale, son talent artistique s'est exprimé sur toutes les couvertures des comics Marvel. En effet, à partir du deuxième épisode de Spider-Man, Ditko créa le petit cartouche qu'on voit en haut à gauche de la couverture où la tête du héros, le prix du comics et le nom de l'éditeur étaient indiqués. Stan Lee aima tellement cette idée qu'il la fit reproduire sur chaque couverture de chaque série publiée par Marvel. Ditko a un style très dépouillé, limite ligne claire. Son style n'a pas vraiment évolué pendant les 30 dernières années de sa carrière, ce qui a poussé ses fans à dire que Ditko a toujours crayonné de façon relativement simpliste, et qu'il ajoutait les détails quand il ancrait ses propres pages. Mais contrairement aux autres artistes qui procédaient de la même façon et qui livraient des crayonnés plus aboutis quand ils étaient ancrés par quelqu'un d'autre, Ditko n'a jamais fait cet effort. Il a toujours livré des crayonnés qui sont relativement lâches, des breakdowns, comme les Américains disent, ce qui a poussé l'encreur Joe Sinnott à refuser le seul job de sa carrière, car il ne pensait pas pouvoir donner le meilleur de lui-même avec ce type de crayonné, qui était trop lâche à ses yeux. Ditko, encore plus que les autres dessinateurs américains, dépend donc complètement du rendu de son encreur. Certains, comme P. Greg Russell ou John Byrne, subliment son art. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Steve Ditko était un adepte de l'objectivisme, une théorie philosophique qui influença non seulement son art, mais aussi sa façon de vivre, et donc les histoires qu'il racontait. Alors l'objectivisme, c'est qui, c'est quoi? D'après le petit Robert, c'est une attitude qui s'en tient aux données objectives, qui tente d'éliminer la subjectivité. C'est une théorie philosophique admettant l'existence de données objectives. Le Larousse, lui, dit « c'est une doctrine philosophique au terme de laquelle ce qui apparaît avec évidence à l'esprit constitue la vérité ultime de la réalité extérieure ». Wikipédia dit, et je rigole parce que Wikipédia, bon enfin bref, Wikipédia donc dit « c'est une philosophie développée par Ayn Rand ». L'objectivisme soutient que le rôle de l'art dans la vie humaine est de transformer une idée métaphysique en reproduction sélective de la réalité, dans une forme physique, qui puisse être comprise et générer une réponse émotionnelle. Pour synthétiser tout ce charabia, parce que c'est du charabia, pour synthétiser tout ça et le ramener à son art, Ditko racontait des histoires où les méchants étaient très méchants et les gentils très gentils. Tout était tout blanc ou tout noir. Il n'y avait pas d'ambiguïté possible, il n'y avait rien de gris. C'est ce rejet des compromis qui l'a fait se heurter plus ou moins de front, plus ou moins directement, avec tous les rédacteurs en chef avec qui il a travaillé, et qui l'a fait créer des personnages comme Mr. A ou The Question qui est l'ancêtre de Rorschach dans les Watchmen. Watchmen qui est une mise à jour contemporaine des personnages créés par Ditko pour Charlton. On y revient. On revient toujours à Charlton. En parlant de Rorschach, j'ai souvent pensé que son personnage est la représentation, la personnification de Steve Ditko, avec son rejet complet des compromis.
D'ailleurs, spoiler alerte, pour les quelques-uns d'entre vous qui n'ont jamais lu Watchmen, allez le lire tout de suite. Revenez voir la vidéo. Voilà. La fin du personnage dans l'Antarctique me semble être la parfaite représentation de la pensée jusqu'au boutiste de Steve Ditko. Lors de son premier passage chez Marvel, Steve Ditko a créé des courtes histoires, puis il a créé le personnage de Doctor Strange. Il a eu les coups des franges pendant plusieurs épisodes, jusqu'au moment où Stan Lee s'est rendu compte du succès de la série et a tenté de se l'approprier. Mais il était déjà trop tard, la série appartenait, si on peut dire, à Steve Ditko, et Stan Lee l'a laissé faire. C'est très visible dans le courrier des lecteurs, où Stan Lee, au début, dénigre quelque peu le personnage de Doctor Strange avant de commencer à l'enfoncer. Ensuite, Stan Lee a proposé à Jack Kirby de créer une histoire mettant en scène un jeune orphelin utilisant une bague afin de se transformer en super-héros adulte, Spider-Man. Mais il n'aimait pas le rendu qu'en fit Kirby et il proposa alors le concept à Ditko. Celui-ci se débarrassa de la bague, créa un nouveau costume, des lance-toiles, une ceinture avec le logo et nous donna le Peter Parker que nous connaissons. Mais il n'a pas tout inventé lui-même. Ditko, durant sa jeunesse, a lu de nombreux comics et comic strips. L'un d'entre eux, Spider-Queen, était publié par Fox Feature Syndicate en 1941 dans The Eagle numéro 2 à 4. Fox Feature Syndicate, qui est la boîte qui a publié le premier Blue Beetle, le Blue Beetle original. Blue Beetle que Ditko remettra au goût du jour pour Charlton 20 ans plus tard. Charlton, on revient toujours à Charlton. D'ailleurs, spoiler alerte, j'ai une vidéo en préparation sur Charlton, mais c'est beaucoup plus tard. Cette fameuse Spider-Queen utilise une toile d'araignée et des lance-toiles attachées à ses poignets. Il n'est donc pas extravagant de penser que Steve Ditko a été influencé, plus ou moins consciemment, par ce personnage, et qu'il s'est servi de cette influence pour créer sa propre version de Spider-Man. Ditko a travaillé pour la première fois avec Atlas Comics en 1955. Atlas Comics qui était donc l'ancêtre de Marvel. À partir de 1958, Stan Lee proposa à Ditko de créer de courtes histoires, faisant toutes dans les 5 pages, publiées dans Strange Tales, Amazing Adventures, Tales of Suspense et Tales to Astonish. Généralement, ces comics ouvraient avec une grande histoire de Jack Kirby, suivie d'une ou deux histoires à chute de Don Heck et ou de Joe Sinnott, et terminée par une histoire surréaliste de Ditko avec Stan Lee. Il est dit sur internet que Ditko est parti à quitter Amazing Spider-Man car Steve Ditko reprochait à Stan Lee la direction que Stan Lee voulait imposer au scénario de Amazing Spider-Man. Que Ditko voulait révéler que le bouffon vert était un inconnu, alors que Stan Lee voulait que ce soit un des personnages déjà établis de la série. Que Ditko, on voulait à Stan Lee de ne pas l'avoir crédité plus tôt sur les scénarios de Amazing Spider-Man. Du drama, de l'émotion. Bref, les réseaux sociaux en pleine action. La vérité est ailleurs, et bien plus prosaïque. Steve Ditko a écrit qu'il est parti car Stan Lee refusait de lui parler. Tout simplement. À partir de Amazing Spider-Man 25, Stan Lee va créditer Ditko en tant que scénariste. Il va demander à Saul Brodsky, le manager, de récupérer les pages de Ditko et de les lui remettre. Alors qu'avant, Ditko remettait les pages directement à Stan Lee. De ce fait, Stan Lee va éviter tout contact avec l'artiste pendant plus d'une année. Cette situation va durer jusqu'au Amazing Spider-Man numéro 38, date à laquelle il semble que Ditko ait perdu tout intérêt pour la série, ou en tout cas pour son travail, pour Marvel, car il n'avait plus de dialogue avec son rédacteur en chef depuis plus d'1 an. Bien sûr, quand on interroge Stan Lee sur la raison du départ de Ditko, il sort sa réponse habituelle. Je ne sais absolument pas pourquoi Steve est parti, nous travaillons si bien ensemble. Il ajoutera par la suite que c'est Ditko qui, lui, a refusé de parler à Stan Lee. Alors qu'il dit vrai, Roy Thomas, qui fut lui-même rédacteur en chef de Marvel, et qui fut l'adjoint de Stan Lee pendant des années, tranche dans son magazine Alter Ego numéro 25. J'ai tendance à dire que Ditko avait raison. Ditko était un subalterne. Il n'était pas en position de décider avec qui il pouvait ou ne pouvait pas discuter. C'était une prérogative de Stan Lee qui était son supérieur hiérarchique. Voilà, mystère élucidé. Steve Ditko est parti, car Stan Lee a refusé de lui parler, après avoir commencé à le créditer et à le payer pour les scénarios de Amazing Spider-Man. C'est une mesquinerie typique de Stan Lee d'agir comme un enfant gâté avec les artistes qu'il employait. Je reviendrai plus en détail sur cette facette du caractère de Stan Lee sur la vidéo que je consacre à Wallace Wood. Ditko créera de nombreux personnages ou dépoussiérera d'anciennes séries pour DC.
notamment le personnage du Creeper qu'il abandonnera quand Denny O'Neil, le scénariste, qualifiera un criminel d'ex-criminel. Avec la philosophie de Steve Ditko, un criminel reste un criminel, il ne peut pas être réhabilité. Et je sais que les puristes vont hurler au scandale, mais c'est tout ce que je dirais sur le travail de Ditko chez DC Comics. Je ne m'intéresse pas à DC Comics, désolé. Comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, Ditko avait des idées très arrêtées sur le sujet de ses histoires et sa façon de les raconter. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à se battre avec les rédacteurs en chef afin d'imposer sa façon de voir les choses, avant de finalement retourner chez Charlton, après avoir quitté une deuxième fois Marvel, Charlton où il trouva finalement le bonheur. Il y était payé avec un lance-pierre, mais il avait le contrôle total de ses histoires. Ce qui fait que les comics qu'il a fait pour Charlton sont considérés à la fois comme ce qu'il a fait de mieux et de pire. De mieux car son génie créatif a pu s'exprimer sans interférence. Et de pire car il n'avait pas de rédacteur pour le contrôler, pour le diriger. Ditko a donc commencé sa carrière et l'a terminée chez Charlton, après des passages chez Atlas Marvel, DC et Warren. Archie Goodwin notamment était en charge de la ligne de magazines d'horreur en noir et blanc de la marque. Pour Charlton, Ditko créera Captain Atom, le nouveau Beetle, The Question et d'autres héros sous la houlette de son rédacteur en chef Dick Giordano, qui donnera le nom de Action Heroes à cette série de comics. Giordano deviendra ensuite un éditeur de DC, puis partira cofonder Continuity avec Neil Adams, mais c'est une autre histoire. Il est intéressant de noter que Ditko utilisa la notoriété de Captain Atom pour y introduire Blue Beetle. Puis, lorsque celui-ci gagna en popularité, Ditko l'utilisa pour introduire The Question. Ce personnage de The Question est la personnification de la philosophie objectiviste de Ditko. C'est ce qu'on pourrait penser, jusqu'au moment où Ditko crée le personnage de Mr. A, pour le magazine Woods-End de Wallace Wood. Mr. A est la version non commerciale de The Question, où Ditko n'hésite pas à utiliser ce médium pour faire l'apologie de la pensée objectiviste. Quand on sait combien Batman a été une influence majeure de Steve Ditko, il semble évident qu'il a créé lui-même les premiers personnages, les premiers adversaires de Spider-Man, car ceux-ci ressemblent aux ennemis du justicier masqué de Gotham City. Le Joker, le Bouffon Vert, le Pingouin, le Vautour, Clayface, l'Homme Sable, etc. Ces vilains ont quasiment toujours obtenu leur pouvoir grâce à la science, que ce soit le Vautour, Dr Octopus, Electro, Mysterio, le Bouffon Vert, le Scorpion. Ditko a même dit qu'il a transformé le Bouffon Vert, qui était conceptualisé au départ par Stan Lee, comme étant un vrai démon, parce qu'il pensait que les ennemis de la série devaient être ancrés dans la réalité. Les deux exceptions sont l'Homme Sable, qui a reçu ses pouvoirs grâce à du sable radioactif, et Kraven le Chasseur qui utilise des potions mystiques. Deux personnages qui apparurent par la suite dans des histoires dessinées par Jack Kirby. Kirby, qui a utilisé continuellement au cours de sa carrière la radioactivité et le mysticisme comme source de pouvoir des adversaires de ses héros. De là à dire que ces deux personnages ont été créés par Jack Kirby, il n'y a qu'un pas, franchi par de nombreux fans. L'anecdote du jour nous vient du blog de Jim Shooter, lien dans la description de la vidéo. Et cette anecdote a pour but de montrer le jusqu'au-boutisme de la pensée objectiviste de Steve Ditko. Jim Shooter dit dans son blog « Lorsque j'ai créé Defiant, l'un de mes premiers meetings a eu lieu avec Steve Ditko. Je voulais créer un personnage qui lui convienne, avec son aide. Il ne voulait pas d'un personnage qui était mordu par quelque chose de radioactif, ou qui vienne d'une autre planète, ou qui a été injecté avec des produits chimiques. Quoi que ce soit que le personnage puisse faire de spécial, s'il pouvait faire quelque chose de spécial, Ditko voulait que ce soit le résultat de ses propres efforts, de son propre raisonnement. S'il avait de nouvelles habilités, Ditko voulait qu'elles soient novatrices, et le résultat de l'utilisation du cerveau du personnage. Et pourquoi toujours avoir affaire à un adolescent, à un jeune gars? Pourquoi pas quelqu'un plus dans la force de l'âge? Ditko voulait également ne pas avoir affaire à un bodybuilder super musclé, que le personnage n'ait pas de costume, qu'il n'ait pas de Batmobile, qu'il n'ait pas de manoir, et finalement pas de nom de super-héros, pas de nom officiel de super-héros. Une personne avec un vrai nom. Bien que Ditko soit d'accord pour que les gens ne connaissant pas son vrai nom l'appellent d'une façon plus dramatique. J'ai commencé à travailler sur différentes idées. J'ai conceptualisé Michael Alexander, créé spécifiquement pour Ditko. Et puisque Michael Alexander ne semblait pas être un nom très excitant pour un titre de série, je l'ai baptisé Dark Dominion. Pour cette série, j'ai utilisé les 9 cœurs angéliques de la Kabbale. Les séraphins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les anges. Il n'y a jamais eu de volonté d'avoir une référence religieuse, bien que l'un des personnages, Merci, aime bien citer la Bible, spécifiquement le livre de Job. L'idée était que ces rangs angéliques puissent être accessibles aux êtres humains. Il n'était également pas question qu'il y ait une armée de ces gens, voire un pour chaque rang. Ils étaient très rares.
Il s'agissait d'un paradigme religieux vu depuis le prisme de la science-fiction. Non, non. L'antagoniste, Charles Mail, surnommé Chesme, Gouffre en français, était un ange du cœur des dominations, et pas un gentil, d'où le surnom de Dark Dominion, domination noire. À mi-chemin de la création du premier comics, le numéro 0, Steve Ditko vint me voir dans mon bureau. Il me remit les pages qu'il avait déjà faites, et il me dit qu'il ne pouvait pas continuer à dessiner la série. Pourquoi pas? Sa réponse fut que, parce que l'histoire et le personnage sont des platoniciens, et que lui est un aristotélicien. Il va falloir que tu m'expliques ça, Steve. C'est simple. Platon croyait en un monde que l'on peut voir et en un monde que l'on ne peut pas voir. Aristote croyait uniquement en ce qu'il pouvait voir. C'est tout. Dark Dominion était platonicien, il y avait un monde qu'on pouvait voir et un monde qu'on ne pouvait pas voir, et donc c'était un anathème pour Steve Ditko. J'ai essayé de lui faire entendre raison. Je lui dis que par exemple, il y a des virus qu'on ne peut pas voir et qui pourtant ont une influence majeure sur les êtres humains. Il n'a pas voulu changer d'avis. J'ai finalement réussi à le convaincre de ne pas m'abandonner sur le numéro 0. Numéro 0 qui avait été déjà annoncé à la presse, et le fait que Steve Ditko en soit l'artiste principal. Il accepta en traînant la jambe de finir le comics. Par la suite, Steve ne travailla plus pour Defiant, pas parce qu'il y avait de l'animosité entre nous, mais parce qu'il avait reçu de nombreuses offres de projets, et qu'il n'y avait rien chez Defiant qui l'intéresse. Nous sommes restés amis. Voilà, la fin de cette entrée de blog, et Steve Ditko était quand même un sacré personnage. Hein. J'admire le génie créatif de Ditko, la façon dont il analyse chaque personnage sur lequel il travaille, afin non seulement de lui créer un costume qui soit représentatif des pouvoirs du personnage, mais dont les différents composants sont logiques. Tout ce que les personnages portent sur eux est utilitaire. Il n'y a rien qui soit superflu. Rien qui soit là pour faire juste du tape à l'œil. Bref, les costumes de Ditko sont l'antithèse des costumes dessinés par Image dans les années 90. Zing! Ce qui se rapproche le plus d'un The Art of Steve Ditko, c'est Strange and Stranger, The World of Steve Ditko, écrit par Black Bell. Ce livre est un incontournable pour tous les fans de Steve Ditko ou pour ceux qui veulent en apprendre plus sur Steve Ditko. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas d'artiste édition sur Steve Ditko. D'après Scott Dumbeer, donc le monsieur qui était en charge des artistes éditions pour IDW, il a suffisamment de matériel pour faire un artiste édition, voire même plusieurs, mais ce n'est pas publiable pour l'instant, à cause du procès qui est engagé par les ayants droit de Steve Ditko avec Marvel et Disney. Une fois cette affaire résolue, on peut espérer avoir dans un délai relativement court un ou plusieurs artistes éditions contenant des planches originales de Steve Ditko pour Marvel. Il existe d'innombrables éditions et rééditions des œuvres de Steve Ditko pour Marvel et DC et je ne m'étendrai pas là-dessus. Cherchez sur Google, franchement, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Par contre, je vais vous présenter les publications de Robin Snyder, provenant du site Ditko Blog Post. Je vous mets le lien, comme toujours, dans la description de la vidéo. Retenez bien cette adresse, car c'est là que vous trouverez la liste la plus complète et régulièrement mise à jour des albums disponibles et des projets Kickstarter en cours. C'est grâce à ce site que j'ai pu acheter, en projet à la demande, les œuvres de Ditko pour Charlton, dans les années 70. Également certains des écrits de Steve Ditko. Comme dit en introduction pour cette vidéo, j'ai une relation difficile avec l'œuvre de Steve Ditko et avec le personnage. Mais cet artiste a laissé une empreinte tellement profonde sur les comics tels que nous les connaissons encore à l'heure actuelle, qu'il me semblait important de lui consacrer une vidéo, même si je sais que je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Il y a aussi de nombreuses rumeurs et contre-vérités qui traînent sur internet. Et j'ai essayé de mettre en lumière ce que l'on sait de lui, et non pas régurgiter juste les dramas qu'on trouve à l'appel sur internet. Comme toujours, mon but est d'espérer vous avoir donné envie d'en découvrir plus par vous-même sur cet artiste. Je suis passé de « je déteste son style » à « j'adore ses concepts et ses idées » et à finalement, mis à part les articulations de ses personnages chez Marvel, j'adore sa façon de dessiner, de raconter visuellement une histoire et les ambiances de ses histoires chez Charlton. Ambiance de film d'horreur. J'espère que cette vidéo fera également évoluer votre avis sur cet immense artiste. À moins que vous ne soyez déjà un fan. Dites-le dans les commentaires ci-dessous. D'ailleurs, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur l'onglet communauté de la page YouTube. Comme vous avez pu le constater, le blog de Jim Shooter est absolument fascinant. Il est rempli d'anecdotes. Le seul souci, c'est que ces textes sont faits pour être lus, pas pour être vus ou mis en image visuellement. Même si je pense que j'ai trouvé une solution pour
que ça marche visuellement. Car vous l'aurez compris, j'ai une vidéo FAQ sur Jim Shooter en préparation, qui viendra un peu plus tard. En attendant, lisez plein de comics surréalistes, et à très bientôt. Ciao ciao.